Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn et Gredou, votre podcast mensuel où deux amis, nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. Mais dis-moi Louis, je sais c'est l'été et tout, mais est-ce que toi aussi il t'embête ? Qui ça ? Mais si, tu sais, ceux-là qui arrivent d'ailleurs pour nous gâcher la vie. Les touristes, les moustiques ? Mais non, ceux de là-haut, les extraterrestres. Ah bah écoute, maintenant que t'en parles, ça fait 3 jours que je me fais réveiller toutes les nuits par des bruits dans mon grenier. Ah mais non, ça c'est juste le nid de chouette effraie sous les combles, t'inquiète. Ah, bref. Quoi qu'il en soit, on va aujourd'hui parler d'invasion de chouettes. D'invasion extraterrestre. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo savant sur les invasions extraterrestres. Puis nous partirons du film Nope de Jordan Peele. Et comme d'habitude, on garantit un épisode 100% sans divulgachage. On s'en tient à la bande-annonce du film. On en profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème. Et on se posera des questions fun et décalées sur ce que nous évoquent les invasions extraterrestres. Mais avant d'aller plus loin, commençons par le topo savant. Un des premiers romans qui parle d'êtres venus d'ailleurs, qui décide de nous payer une petite visite est Microméga, un conte philosophique écrit par Voltaire, publié en 1752. D'ailleurs, selon le Gorafi, 2 personnes sur 3 a dû le lire au lycée. Moi je fais partie de la personne qui ne l'a pas lu. Mais bon, ce n'est pas le premier livre où les humains rencontrent des extraterrestres. Cyrano de Bergerac, alors là je parle du vrai auteur du XVIIe siècle, pas le personnage de la pièce de théâtre. Bref, Cyrano de Bergerac, le vrai, imaginait ses propres aventures rocambolesques d'exploration des empires de la Lune et de ses habitants bizarroïdes. Ouh, mais bon, on dit Grèce. Grèce. Merci Michel. Déjà, dans Microméga, 2 extraterrestres géants viennent observer la Terre et ses habitants, par curiosité. Ils finissent par se moquer des terriens, très centrés sur eux-mêmes et avec leur vision du monde très rigide et étriquée. Ici, ça reste plutôt sympa. Les rencontres terriens et extraterrestres sont similaires à des visites diplomatiques d'émissaires venus de pays lointains. On n'est pas vraiment dans l'invasion à proprement parler. Mais à la fin du 19e siècle, le monde a changé et les préoccupations des artistes également. En 1898, H.G. Wells, attention, pas Orson Welles, lui il est réalisateur de cinéma, ni George Orwell, c'est celui qui a fait 1984 et La Ferme des Animaux. Ce sont bien 3 personnes différentes. H.G. Wells donc, celui qui a fait La Machine à remonter le temps, publie La Guerre des mondes, un roman de science-fiction qui décrit l'invasion de l'Angleterre victorienne par une civilisation martienne plus avancée technologiquement. C'est le roman qui a donné naissance à l'imaginaire des invasions extraterrestres avec des vaisseaux qui viennent éradiquer les humains à coups de rayons laser. Ah ouais, les soucoupes volantes et tout ça. Alors pas exactement. Dans la guerre des mondes, les extraterrestres se déplacent en tripode. Ce sont des machines qui ont 3 jambes, comme leur nom l'indique. Et les thématiques du livre, notamment l'invasion d'une civilisation par une autre qui a des moyens militaires et technologiques plus avancés, pour des questions de ressources, peut être vu comme un commentaire au vitriol de l'impérialisme et du colonialisme occidental qui s'opérait à l'époque. Mon petit doigt me dit que ça va être une métaphore bien pratique, ces invasions extraterrestres. Bref, ce roman a donné lieu à de nombreuses adaptations en films et séries, mais celle qui a le plus fait parler d'elle reste l'adaptation radiophonique de 1938 par Orson Welles. Le réalisateur, cette fois-ci, de Citizen Kane. Je rappelle, toujours pas George Orwell, celui de 1984. D'après la légende populaire, Wells interprétait ce programme radio avec tellement de passion que certains auditeuristes auraient vraiment cru qu'une invasion extraterrestre était en train de se produire. De quoi causer de véritables paniques dans les chaumières. En vrai, les gens n'étaient pas si crédules. Oui, d'accord. Mais il est vrai que certaines personnes ont appelé la chaîne de radio pour vérifier que c'était bien une fiction. Bon, et mes soucoupes volantes, moi, dans tout ça. Ok. Bon, alors, les premières observations rapportées d'OVNI, littéralement les objets volants non identifiés, datent de la fin des années 1940. En juin 1947, le pilote américain Kenneth Arnold raconte sur les ondes d'une radio que lors d'une balade dans son avion privé,
il a aperçu dans le ciel 9 objets en forme de galets plats qui volaient à une très grande vitesse. Oh là là. Et avec un mouvement comparable à une soucoupe ricochant sur l'eau. Le lendemain, l'Associated Press sort une dépêche qui parle de soucoupes volantes dans le ciel. Ça y est, les soucoupes volantes sont nées. Donc c'est à la fois assez récent et très clairement daté. D'ailleurs, on vous conseille une super vidéo sur l'histoire du phénomène des soucoupes volantes de la chaîne YouTube Hygiène Mentale. Elle nous a été recommandée par Elisabeth Fétit du podcast Méta de Choc, un de nos podcasts coup de cœur qu'on salue au passage. Coucou Elisabeth et coucou Michel d'Hygiène Mentale d'ailleurs si tu nous écoutes. Aujourd'hui d'ailleurs, on ne parle plus d'OVNI mais de PANI, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est vrai ça, on ne sait pas si ce sont des objets volants. C'est donc des phénomènes aérospatiaux, des lumières, des phénomènes météo, ou peut-être des soucoupes volantes. Moi, PANI, ça me fait surtout penser à des panini. Mais bon, en tout cas, ces dernières années, les documents déclassés de l'armée américaine, notamment la vidéo du tic-tac volant. Et oui, on ne blague pas, c'est vraiment le nom de cette vidéo. Oui, donc vous pouvez la trouver sur YouTube. Donc, des vidéos comme ça ont relancé l'intérêt pour ces observations intrigantes. Dans la pop culture, les invasions d'extraterrestres ont en tout cas pris de nombreuses formes. Que ce soit les tripodes zappant tous les humains à la ronde chez H.G. Wells, les robots soucoupes volantes des films des années 50, comme dans Le jour où la Terre s'arrêta, des aliens qui envahissent notre enveloppe corporelle pour qu'on ne puisse pas les repérer, comme dans l'invasion des profanateurs de sépulture, dont on a déjà parlé dans Popcorn et Gredou. Jusqu'aux grosses bébêtes, parfois super intelligentes, parfois moyen, parfois pacifiques, parfois belliqueuses, qu'on retrouve presque tous les étés au cinéma et à la télé, pile pour la saison des blockbusters. Et d'ailleurs, cet été est sorti Nope, un film qui, dès la bande-annonce, montre un objet volant plat qui terrorise les habitants d'un ranch aux États-Unis. Ouh. Terminons sur les paroles de feu Stephen Hawking, astrophysicien de génie considéré comme un des esprits les plus brillants du XXe siècle, et qui disait en 2010 dans un documentaire « Si les extraterrestres nous rendaient visite, le résultat serait similaire à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, ce qui ne s'est pas bien passé pour les Amérindiens. » Belle personnification de Stephen Hawking, Michel. Oui, bon, écoute, je n'ai pas fait l'accent british, j'aurais pu le faire, mais c'est, voilà, la citation de Stephen Hawking. Maintenant qu'on a vu tout ça, nous allons parler du film qu'on a vu au cinéma hier, Nope, de Jordan Peele. Et oui, pour les fins connaisseurs, c'est un des deux humoristes du duo Key & Peele. Mais c'est aussi le réalisateur des films Get Out et Us. On peut voir ce dernier sur Netflix. Et d'ailleurs, on vous recommande d'aller voir ces films. Ils sont tous super intéressants. Ah ouais, vraiment super bien. Bon, et en gros, on le redit, on va pas divulgacher, on va s'en tenir à ce qu'on voit dans la bande-annonce, et donc l'invasion, en tout cas l'apparition d'une soucoupe volante dans un ranch en Californie. C'est ça. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film, c'est notamment le fait qu'il reprenne cette imagerie de la soucoupe volante qui était devenue un petit peu désuète, voire moquée. Ouais. Et qu'il arrive à la re-rendre, pas terrifiante, mais inquiétante au moins. Oui, tout à fait. Alors que c'était plutôt usuellement ringard. Et d'ailleurs, dans les autres films d'invasion extraterrestre, les procédés passaient par autre chose que la soucoupe volante, justement. Ça passait soit dans l'invasion des profanateurs de sépulture, où les gens, juste, on peut pas distinguer un extraterrestre d'un humain, donc il y a quelqu'un qui est colonisé, que ce soit aussi, par exemple, dans Signs de Shyamalan. Oui. C'est la figure du monstre qui est plutôt présente, quoi. Alors que là, on revient à une imagerie qui est plutôt années 50. Ouais, tout à fait. Type Plan 9 from Outer Space de ce très très mauvais réalisateur dont Tim Burton a fait un hommage, Ed Wood. Ed Wood, oui. D'ailleurs, le film de Tim Burton, Ed Wood, est super sur ce sujet. Ouais, carrément, c'est un très bel hommage. Mais voilà, c'était ringardos à mort. Et là, effectivement, il arrive à la rendre vraiment inquiétante, quoi. Un truc qui est malaisant, qui est... Ouais, c'est ça. Qui fait peur. Où tu te retrouves à guetter le ciel pour voir s'il y a cette forme qui va sortir d'un nuage. C'est vraiment pas mal. Ouais. Le film est vraiment intéressant sur plein d'aspects. On vous conseille d'aller le voir.
Ouais, franchement, allez-y. Puis on y retrouve aussi des thématiques qui sont présentes de toute façon dans la filmographie globale de Jordan Peele. Oui. Et qui sont des choses qui sont liées aussi de toute façon à la thématique de l'invasion extraterrestre. Dont on a parlé aussi, ces questions voilà, je ne dis plus rien parce que je vais spoiler. Mais je vais dire un truc, c'est que tu m'as fait une réflexion hier que je trouve assez juste vis-à-vis des films de Jordan Peele. Toutes les réflexions que je te fais sont assez justes, Michel Rommel. Bon, on peut discuter de la véracité de ce propos. Tu disais s'il y a un truc que tu trouves un peu bizarre dans un film de Jordan Peele, c'est que c'est toi qui n'as pas compris. Je trouve que les films de Jordan Peele, il y a vraiment ce côté métaphore qui est très poussé. Oui. Où, certes, tu peux prendre le film pour ce qu'il est, mais il y a forcément un second niveau de lecture. Oui, et qui est d'ailleurs assez évident. En tout cas, le film, pour le coup, le cache pas vraiment. C'est juste que parfois, notamment moi, le visionnage de Us m'avait un peu perturbé. Oui. Parce que je sentais qu'il y avait une autre lecture, sauf que... Enfin, c'est évident qu'il y en a une, on te le dit frontalement, attention, ce que tu vois est au-dessus de métaphore, sauf que je l'avais pas comprise. Et ça m'avait un peu frustré, alors qu'en plus, c'est habituellement la métaphore que je vois partout, et donc du coup, ça m'avait d'autant plus frustré, mais en tout cas, bref, il y a aussi de ça, quoi qu'il en soit, dans Nope. Vraiment, c'est un film qu'on vous conseille. Et c'est amusant parce qu'on retrouve aussi justement Signs, par exemple, de Shyamalan. Moi, c'est un film que j'aime bien, qui est flippant. En plus, j'ai regardé avec plein d'amis qui ont aussi été terrifiés. Perrine, un bon film d'Halloween. Perrine, quand tu nous entendras aussi. Mais moi aussi, moi j'étais trop flippé par ce film quand j'étais adolescent. Ouais, et que je trouve intéressant parce que pour le coup, dans Signs, il y a vraiment cette question de l'invasion, où donc ce sont des extraterrestres qui font d'abord des cercles du culture, des crop circles, et puis qui petit à petit envahissent une ville comme ça, un village du Midwest, et même un ranch du Midwest américain. De gens un peu paumés chez eux qui sont complètement obsédés par leur religion. C'est un ancien pasteur qui n'officie plus parce que sa femme est morte, mais en même temps est complètement imprégné de culture religieuse. Enfin, ces références-là sont très présentes et l'extraterrestre est très très vilain. Il fait très peur. Oui. Et en même temps, moi j'avais vu, grâce à Karim Debache, une lecture de ce film que je trouvais intéressante. Alors je sais pas si c'est la bonne ou pas, mais en tout cas j'aime bien parce qu'il y a un des gros problèmes de Signs. Alors là c'est spoiler alert, mais c'est un vieux film. Oui, il est sorti il y a un moment, donc... Il y a 20 ans. Une des grosses incohérences de ce film, c'est que pour les extraterrestres de Signs, l'eau est un acide terrifiant. C'est du poison, ça les tue. Même plus que du poison, c'est de l'acide, quoi. C'est qu'ils sont touchés sur leur peau, ça les brûle, quoi. Ouais. C'est de l'eau bénite pour des vampires, quoi. Et donc, c'est un peu absurde d'aller envahir une planète sur laquelle il pleut littéralement de l'acide sur la gueule, quoi. Et le fait de se retrouver, ils n'ont pas de combinaison, ils n'ont pas de choses comme ça, et sur lequel il y a de l'eau absolument partout. Enfin, je veux dire, il y a les mers, il y a les lacs, il pleut. Enfin, c'est omniprésent, l'eau partout, dans tout, c'est dans les plantes, c'est dans absolument tout et n'importe quoi, sauf dans les rochers, quoi, et encore. Et une des explications, du coup, serait que, en fait, s'ils ne viennent pas de manière belliqueuse, mais ils viennent de manière pacifique, et c'est juste complètement mécompris par les personnages du film, qui eux ont un filtre uniquement invasif de la vision des extraterrestres et qui ne perçoivent pas ce côté pacifique. Et même si le film nous met des petits quand l'extraterrestre passe ou fait des trucs un peu flippants, en réalité, on peut interpréter n'importe quel geste des extraterrestres d'une autre manière. Même le moment où ils injectent un poison dans le corps du petit garçon qui a arrêté de respirer, après le petit garçon se met à respirer, donc les personnages voient ça comme un signe du destin, du fait que c'est parce que le petit avait de l'asthme qu'il n'a pas respiré le poison. Oui. Et en fait, on peut aussi supposer que c'est l'inverse, que l'extraterrestre il cherche à soigner l'enfant, il l'a dans ses bras, il lui injecte un truc dans la gueule et l'enfant se met à respirer après coup, qui pourrait être une manière de guérir l'enfant de son asthme. Et on peut interpréter toutes les choses comme ça, quoi. Et que je trouve vraiment intéressant. Sur une famille complètement isolée, dans le Midwest, complètement paranoïaque, qui déteste tout le monde, qui se coupe du monde entier. Oui, non, mais alors. Et j'aimais bien ce côté, en tout cas, même si moi je l'ai pas vu comme ça, et c'est parce que j'ai entendu Karim Debache en parler, etc., que j'ai vu ce film, j'ai vu cette explication. Je sais pas si c'est forcément celle à laquelle j'y tiens. Je la soutiens aussi parce qu'elle agace Michel. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est un film d'invasion extraterrestre. Pour le coup, peut avoir le message complètement renversé. Et je trouvais ça assez cool. Non, et en soi, oui, ça m'agace. En fait, ce qui m'agace, c'est que tu soutiens que c'est ça dans le film et que du coup,
Bah, en fait, ça me renvoie moi-même à ma propre, peut-être, je sais pas, intolérance ou paranoïa, parce que c'est vrai que c'est plutôt pertinent cette idée, dans le film Signs, que c'est des gens qui sont isolés, qui se montent le bourrichon tout seul. T'as le père qui croit plus, mais qui est un ancien prêtre, et t'as son frère qui est absolument à la recherche d'un miracle. Mais du coup, ils sont tous dans leur délire et comment ils se montent le bourrichon tout seul. Et du coup, oui, que peut-être qu'en fait les extraterrestres, ils venaient pas forcément avec des mauvaises intentions, mais que comme nous, on l'interprète comme ça, aussi on s'est montré agressif avec eux. Je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que comme pour moi, Signs, ça reste un petit peu ce mini traumatisme de cinéma où j'ai eu vraiment peur. Je me conforte dans l'idée que les extraterrestres sont méchants. Oui. Et que du coup, pour atténuer ta dissonance cognitive, tu préfères maintenir la version de toute façon ils sont méchants, on va pas se questionner, plutôt que toi remettre en question tes propres convictions. Voilà, exactement. Bravo, j'admire. Mais un truc qui me questionne, tu vois, sur les films d'invasion extraterrestre, c'est que, comme on l'a dit, ça a été fait et refait depuis longtemps. Ouais. Et pourquoi ça nous passionne toujours autant ? Moi, je pense que déjà, moi, j'y vois deux raisons principales. C'est déjà cette métaphore de l'invasion, qui est très forte. Enfin, par exemple, le film Avatar parle aussi complètement de ça, de James Cameron. C'est des humains qui vont sur une planète extraterrestre, a priori plutôt pacifique, voire même amérindianisante dans sa manière de se comporter. Oui, non, mais ça reprend un peu l'histoire de Pocahontas, mais ça le transpose sur une planète extraterrestre. Complètement. Et il y a à la fin un côté vraiment invasif, etc. Et le film parle de ça concrètement, alors qu'en fait on parle extraterrestre. Et je pense que c'est une manière assez facile d'en parler et d'aborder plein d'autres choses, parce qu'en plus, je sais pas si t'as déjà vu des extraterrestres, mais moi non. Et donc tu peux imaginer n'importe quelle forme. Oui. Et c'est la porte ouverte à tous les imaginaires. Tu peux faire n'importe quoi et tout ce que tu veux avec. Et donc c'est très pratique, je trouve, pour raconter des histoires. Je pense qu'une deuxième chose pour laquelle ça marche vraiment fort, c'est aussi parce que l'invasion extraterrestre, elle est stimulante pour l'imagination. C'est loin, c'est extérieur, c'est en soi, c'est fascinant de se dire qu'on n'est peut-être pas les seuls êtres. Enfin, d'ailleurs, c'est un paradoxe très humain. On est persuadé que l'être humain est différent du reste du reste du monde animal, qu'on ait d'ailleurs un statut à part, etc. Ce que certains d'ailleurs sont pas complètement d'accord avec ça. Mais c'est globalement les discours que j'entends. Et le fait du coup de te dire que peut-être que t'es pas en haut, peut-être qu'il y a autre chose différent, ou même aussi quelque chose auquel te confronter, un équivalent à toi. Je trouve que il y a quelque chose de l'alter ego dans l'extraterrestre que j'aime bien. D'ailleurs, la plupart des extraterrestres ont des formes humanoïdes dans les fictions. Oui. C'est pas le cas de tous, mais la plupart sont comme ça. Oui, et puis comme tu disais au début, moi je trouve que la métaphore de l'invasion extraterrestre est vraiment très pratique, parce que tu peux l'appliquer à énormément de choses. Ça peut être un peu soit dans le cas de l'invasion des profanateurs, l'ennemi de l'intérieur qu'on ne voit pas arriver mais qui se multiplie. Qui est d'ailleurs une allégorie pour moi très claire du fascisme en l'occurrence. Oui, ou par exemple dans les États-Unis des années 50, ça pouvait être la peur du communisme. Oui. Ou dans l'autre cas, c'est justement l'ennemi qui est vraiment identifiable, qui est très différent de nous, et du coup qu'on doit éliminer à cause de cette différence, parce qu'ils sont trop avancés technologiquement, ou ils sont trop belliqueux, mais... Ou tu vois, moi j'aime bien aussi aimer dans Premier Contact, justement cette question-là de il y a des extraterrestres qui sont là. Je spoil pas vraiment, je vais essayer de pas trop spoiler, on en a parlé aussi dans un épisode de Popcorn et Gredou. Oui. Mais les extraterrestres sont là et on peut en tout cas rentrer en relation de manière différente avec. Ils ont pour le coup pas vraiment d'intention, en tout cas on met longtemps avant de découvrir leurs intentions. Mais ils sont pas agressifs, etc. Ils sont juste là. Et on met un certain temps, et la manière d'ailleurs dont on rentre en communication avec eux nous fait voir et renvoie aussi à la manière d'interagir avec le monde. Et c'était pas mal. Comme d'ailleurs dans ce livre, Le problème à trois corps, de Liu Cixin, je sais pas trop comment on prononce ça, un auteur chinois, qui est un livre de science-fiction qui a beaucoup marché, et
moi j'ai pas trop aimé personnellement, parce que justement je trouvais qu'il y avait un rapport très humain dans cette manière d'appréhender l'extraterrestre et très anthropocentré. Et ça m'a un peu gêné dans ce côté, en fait il faut être juste agressifs et belliqueux les uns avec les autres, et en soi on développe, l'extraterrestre notamment développe un ensemble de technologies, etc., pour tromper les êtres humains, que moi je trouve c'est d'ailleurs une situation pas ouf, mais et en plus il y a un rapport qui est très belliqueux, c'est en fait il n'y a pas le choix, il faut se faire la guerre, etc., et je trouve que c'est une vision un peu très anthropocentrée en fait, de la manière de voir l'extraterrestre. Ça m'avait un peu gêné dans ce livre-là, mais c'est quelque chose qui est assez présent, quoi. Ben moi j'aime bien justement quand les aliens, ce sont des trucs avec lesquels dans lesquels on peut difficilement se projeter, soit parce qu'ils sont pas humanoïdes, ou j'ai aussi beaucoup aimé Premier Contact, parce que tout l'enjeu du film, c'est dès le début, tu comprends qu'ils sont vraiment beaucoup plus avancés technologiquement que nous, qu'ils peuvent nous détruire comme ils veulent, mais le vrai enjeu, c'est juste d'essayer de se comprendre. Oui. Et oui, ça c'est cool. Moi j'aime bien aussi par exemple Starship Troopers. Ouais. Où du coup c'est des jeunes premiers soldats sur une planète dézinguée de l'insecte extraterrestre. Oui, c'est ça. Et justement il y a un truc aussi à un moment donné, on se pose, qui est là plutôt une manière de parler du Vietnam aussi, et qui pose la question en fait, à un moment donné, pourquoi on y va en fait, pourquoi on exploite cette planète-là, pourquoi est-ce qu'on doit tuer des insectes géants, et pourquoi la vision de l'homme et de l'humanité doit changer, et de l'autre doit changer. Après t'as des séries comme Doctor Who, où là t'as tous les cas de figure d'invasion extraterrestre, où parfois il faut apprendre à vivre avec les extraterrestres qui veulent nous envahir parce qu'ils doivent se sauver de leur planète, et parfois il faut les repousser. Et finalement, est-ce que le monde ne pourrait pas être que plein d'amour et de pardon ? Voilà. Mais j'aime bien Doctor Who pour aussi, ça. Bien. C'est kitsch, mais c'est cool. Ouais. Mais en vrai, moi c'est un truc qui peut me faire flipper, les films d'invasion extraterrestre. Signs, ça m'avait fait flipper aussi parce que Shyamalan il est fort pour ça, et on retrouve un peu de ça dans Nope. C'est tout l'art de la suggestion. C'est-à-dire que tu vas faire peur, tu vas montrer qu'il y a quelque chose qui se passe en montrant le moins possible, avec des sons, avec des ombres, et du coup, c'est là où ça appuie sur le bouton de la paranoïa et de l'imagination. Et ça me fait vite flipper. Ouais, carrément. Mais ça rappelle, moi, alors c'est pas vraiment, je sais pas si on peut parler d'invasion extraterrestre, que c'est pas vraiment ça, mais une nouvelle de Philippe K. Dick, où c'est des voyageurs dans le temps, donc ils vont dans le futur pour voir, et donc au début ils vont plus loin, ils voient que l'humanité va mieux, ils vont encore plus loin, ils voient que c'est une giga-civilisation, ils vont encore plus loin, ils voient que l'humanité s'est réduite à un ensemble de petits villages où tout le monde est super heureux et épanoui, donc c'est super. Donc, ils reviennent au présent, et puis ils y retournent, et puis ils voient que au deuxième passage, ça se dégrade. Et donc ils revont dans le temps, puis après ils voient qu'il n'y a plus du tout d'humains, donc ils reviennent au présent, ils comprennent pas. Et puis ils y retournent, mais un peu moins loin, puis ils voient que ça s'est vraiment dégradé fort, et donc ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et vraiment là, les humains sont tous disparus, et en fait on découvre, et là ils commencent à se faire attaquer par des papillons. Et des papillons dévoreurs de chair qui tuent les gens. Et en fait, en revenant au présent, il y a des cocons qui se sont accrochés. Et en fait, ils s'aperçoivent que c'est en ayant fait les voyages, alors que tout allait bien, qu'ils ont ramené ces espèces de papillons qui se seraient développés dans longtemps, et peut-être dans des moments où l'humanité aurait trouvé des moyens de s'y confronter. Et à chaque fois, les faire revenir dans le passé, et donc d'une certaine manière à accélérer l'évolution de ces papillons-là. Et des papillons dévoreurs d'humains, quoi. Et j'aimais bien ce côté aussi de la nature reprend ses droits. Alors c'est pas vraiment dans l'extraterrestre, mais il y a un truc aussi où destructeur d'humains, quoi. Ouais. Une autre théorie, ou je sais pas, vision de l'invasion extraterrestre que j'aime bien, que j'ai vu notamment dans la série Fringe, c'est où l'humain du futur, en gros, a fait un peu n'importe quoi et décide de retourner dans le présent, dans notre époque, pour l'envahir, pour prendre les ressources, tout ça. Et là c'est le seul moment où je peux croire à cette idée de rencontre entre deux trucs humanoïdes qui peuvent plus ou moins se comprendre, parce que sinon moi je préfère les extraterrestres qui sont genre des substances bizarroïdes, qui ont pas de forme ou tout ça me fait un peu plus flipper. Comme dans le manga Parasite par exemple, qui est super bien. Oui.
Dis-moi, Louis, parce que bon, là, on a parlé donc de films d'invasion extraterrestre. Yes. On a déjà eu un grand débat sur est-ce que c'est possible que des ovnis ou des PANI visitent la Terre lors d'un petit déjeuner qui a mal tourné. Non, mais c'est un peu notre débat favori du petit-déj quand on se retrouve à petit déjeuner ensemble. C'est une question, je sais pas pourquoi Michel me la pose parfois au petit déjeuner et moi j'en ai pas du tout d'accord. Moi je pense, mais c'est pareil, c'est un point de vue très pour le coup égocentré même, c'est moi et moi-même, ma vision des choses. Je pense que des formes qui auraient la possibilité de venir depuis loin dans l'espace jusqu'à la Terre, avec technologies puissantes qui d'ailleurs aujourd'hui on n'a aucune idée de ce à quoi ça pourrait être, ferait de temps en temps des petites apparitions surprises ou en mode oh là là, on s'est trompé, on a oublié d'activer le filtre d'invisibilité sur notre vaisseau et qu'on apercevrait comme ça de temps en temps, assez pour qu'il y ait des récits de quelques pelés dans le désert du Nevada et des Belges qui coïncident d'ailleurs avec l'apparition des boîtes de nuit en Belgique et des lumières dans le ciel. Coïncidence, je ne crois pas. Moi, je crois en tout cas que ça n'a aucun sens et que jamais aucune civilisation extraterrestre ne ferait ça, jamais. Moi, je pense... C'est parti. Moi, je pars du principe que si des civilisations comme ça existent, même, tu vois, je me dis même le concept de civilisation, en fait, c'est tellement en dehors de nous, en dehors de tout ce qu'on connaît, qu'on pourrait même pas comprendre leurs intentions. Et pourquoi pas après, peut-être que c'est genre des missions scientifiques, genre un peu comme nous, on va observer des fourmis de temps en temps, et c'est pas très important d'être vu ou non, parce que... Mais du coup, pourquoi pas être plus vu ? Mais est-ce que nous, on cherche à se faire voir des fourmis, par exemple ? Non, mais quand on regarde les fourmis, en fait, on regarde les fourmis pendant longtemps, quoi. Peut-être qu'ils nous regardent pendant longtemps et qu'on n'est pas conscient. N'importe quoi. Peut-être qu'on est actuellement Who, dans des laboratoires, dans une simulation créée par des aliens. Non, je pense pas ça. Mais je recommande d'ailleurs très chaleureusement le livre L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Ah ouais ? Ouais, j'en dis pas plus. Ok. Pas spoiler. Mais toi, t'es très branché en plus, zététique. En fait, c'est que j'ai découvert à un moment donné la zététique avec la chaîne YouTube Hygiène Mentale, avant même d'ailleurs d'accéder au podcast d'Elisabeth Feitit. Ouais. Et c'est quoi la zététique déjà ? C'est l'étude rationnelle, scientifique des phénomènes paranormaux. C'est une manière de raccrocher ça et d'expliquer les phénomènes paranormaux. Pas forcément d'expliquer, mais d'analyser les phénomènes paranormaux avec des processus scientifiques. Et donc, c'est compliqué parce que quand c'est pas reproductible, quand même une des meilleures preuves scientifiques qu'on peut apporter, c'est l'observation double aveugle. C'est difficile de le faire avec des phénomènes qu'on observe une fois de temps en temps, au petit bonheur à la chance. Mais on peut quand même appliquer un certain nombre de méthodes, de raisonnement, de méthodes, de probabilité pour questionner ça. Et c'est un peu ce que la zététique fait. C'est aussi le monde sceptique, quoi. Oui. D'une manière générale. Et en tout cas, c'est assez intéressant. Après, il y a aussi à boire à manger, parce que d'ailleurs, c'est les sceptiques et les membres de ces observatoires zététiques, etc., restent des êtres humains et donc sont aussi soumis à des biais de jugement, de pensée, etc. Et il y a eu d'ailleurs de temps en temps quelques petits débats houleux sur les réseaux sociaux entre sceptiques et non sceptiques, ou choses comme ça par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ça m'a ouvert et ça m'a vraiment permis personnellement, de réinterpréter un certain nombre de phénomènes que j'avais pu voir ou penser, ou en tout cas leur donner une autre distance, une autre manière d'apprendre, en disant simplement je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose de réellement surnaturel, je ne sais pas si c'est quelque chose qui n'est pas surnaturel, mais je peux en tout cas dire que je ne sais pas, et que c'est une posture qui est assez honnête. Oui. De dire que je ne sais pas, et en l'absence d'explications supplémentaires, d'éléments supplémentaires permettant d'étayer une théorie ou une autre, ou de faire bouger les probabilités, je suis pas en mesure de dire, et je peux quand même partir du postulat que c'est probablement pas quelque chose de paranormal, même si j'en ai pas la certitude. Mais c'est d'un point de vue probable, c'est plus probable qu'il n'y ait pas des choses paranormales qu'il y ait des choses paranormales. Et donc ça m'a permis un peu revu un certain nombre de choses dans mon interprétation des faits ou de mon intérêt aussi pour les phénomènes paranormaux ou extraterrestres. Ouais. Non mais c'est vrai que j'ai été voir quelques vidéos et c'est super intéressant et c'est... en plus c'est bien expliqué, tu vois, ça,
celui qui anime les vidéos, explique bien, c'est pas pour dire que ça ne peut pas exister, mais juste que au regard de la méthode scientifique, voilà. Oui, et qu'on peut l'analyser. Et en tout cas, c'est difficile de partir du postulat que ces choses-là, que c'est existe, que c'est comme ça, et partir de ce postulat-là pour en tirer d'autres conclusions. Parce qu'en fait, c'est souvent ça qui se produit. C'est comme, je sais pas, les crop circles, par exemple. Il y a eu d'ailleurs une vidéo où ils se sont amusés à en faire un, puis à observer les retombées des géobiologues, etc., qui sont venus en prétendant avoir des courants énergétiques, etc. Et après, ils ont révélé dans la presse que tout ça était un canular. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont eu des réactions super différentes, mais parfois, ça les a confortés d'ailleurs dans leur manière de voir surnaturelle les choses. Ouais. Pareil, on peut reparler de dissonance cognitive, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent pas dire que ça n'existe pas. Ils veulent juste avoir une pensée sceptique par rapport à ça. Et donc, en termes de probabilité, malgré tout, un phénomène qu'on ne peut pas expliquer a plus probablement une explication naturelle qu'une explication surnaturelle. Oui. Et partir du postulat que l'explication surnaturelle est la bonne, et donc à partir de ce moment-là, en tirer des conclusions que, je sais pas, il y a des énergies dont on n'a pas accès aujourd'hui avec des instruments de mesure qui traversent la Terre entière, etc., qui sont des choses, pourquoi pas, mais sur la base de choses qu'on n'est pas en capacité de vérifier, c'est un peu difficile. Oui. À admettre sur le long terme, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai une anecdote où j'ai cru voir un ovni. Mais je vais essayer d'appliquer cette même rigueur zététique vis-à-vis de cet événement. Et rationaliste. Voilà, et rationaliste et sceptique. C'était une soirée d'Halloween. Je pense le seul vrai soir d'Halloween où j'ai été chercher des bonbons quand j'étais enfant. J'avais 10 ans. T'étais à Berlin ? Non, j'étais en France. C'était juste avant que j'aille à Berlin. Ok. Mais j'étais avec un copain en campagne et puis on avait fait la tournée de son quartier pour chercher des bonbons d'Halloween. Et en regardant dans le ciel, j'ai vu ce que j'ai interprété comme une étoile qui bougeait. Mais donc c'était un point lumineux. Ça ressemblait pas à un avion, en tout cas de mon point de vue. C'était comme s'il y avait une étoile qui bougeait, mais lentement, sur une ligne. C'est marrant, parce que ça ressemble fort à ce que les gens décrivent sur les observations de satellites depuis la Terre. Exactement, mais à l'époque, je ne savais pas. Et donc, je pense que la probabilité et tous les zététiques et sceptiques du monde pourront dire qu'il y a de plus grandes chances que c'était un satellite, et je pense que c'était ça. Mais je tiens quand même à préciser que c'est la même soirée où je me suis fait traiter de suppôt de Satan par une vieille méchante qui n'a pas voulu me donner de bonbons. Et pourquoi ? Parce que elle m'a dit non mais Halloween c'est des trucs du diable, vous avez pas honte, machin. J'avais 10 ans. Est-ce que c'est une coïncidence ? I don't think so, monsieur. Moi je pense que tu es toujours un suppôt de Satan. Oui, mais ça n'empêche pas que j'ai peut-être vu un ovni. Et toi Louis, est-ce que tu as déjà vu ? Petit, j'habitais en Normandie, dans la campagne Cambrousse, et pas très loin d'un... Là où on est actuellement. Là où on est actuellement, d'ailleurs, on est en train d'enregistrer. Et pas très loin d'un casino qui est sur l'autre vallée, ou sinon d'une boîte de nuit qui est plus en amont dans les terres. Et on voyait comme ça parfois des lumières se déplacer, qu'on prenait la voiture, et je me suis toujours demandé ce que c'était pas extraterrestre, avant de comprendre que c'était probablement des spots qui étaient dirigés vers le ciel et nuageux, parce que bord de mer égale nuage quand même beaucoup. Et c'était probablement ça. Et d'ailleurs, ça rappelle aussi les observations d'OVNI que voyaient les Belges dans les années 60. Ah oui. Ce fameux triangle-là qui bouge, qui en fait aurait probablement été des trios de spots lumineux. Oui, parce que c'est aussi le moment où ça s'est un peu développé et où on commençait à parler d'objets volant dans le ciel. Tout à fait. Donc les gens commencent à regarder dans le ciel et commencent à voir des trucs qu'ils ne voyaient pas avant. Exactement. Michel, est-ce que tu penses que l'invasion extraterrestre a commencé ? Alors, je vais faire une grande révélation sur les ondes de Popcorn Aigre Doux. Oui, l'invasion a commencé. Car je suis un envahisseur moi-même. Voilà, c'est mon coming out extraterrestre. Ok, et on va avoir une autre conversation et peut-être un nouveau podcast qui va se créer à la suite de ça. Mon cool. Ami, cet alien. Ouais, c'est ça. Est-ce que je pense que l'invasion a commencé ? Oui, parce qu'il y a des gens qui disent ça, qu'en fait, les extraterrestres sont déjà parmi nous. J'espère pas. Tu veux dire les reptiliens ? Les reptiliens, notamment. Les infraterrestres ? Oui. Non, je pense pas, parce que en vrai, ça me ferait trop peur. Et toi ? Ouais, je crois pas du tout, moi. Ouais. Si, alors j'aime me plaire à croire que les tardigrades
Ces tout petits organismes vivants, Ah oui, qui survivent à tout, même survivent au à voyage tout. dans l'espace. même au voyage dans l'espace, viendraient peut-être de l'espace et que seraient peut-être extraterrestres assez cool et en plus moi, que je trouve plutôt mignons. Oui, ils sont mignons, un peu monstrueux, mais mignons. Oui, mais parce qu'ils sont tout petits, mais ils sont plus beaux qu'un pou ou qu'un acarien. Oui. Selon toi, Louis, Oui, Michel. tu es un grand sceptique, mais pour toi, c'est quoi la forme la plus spectaculaire de preuve d'invasion extraterrestre? Pour moi, ce serait si. Alors, je ne sais pas. Moi, ce serait. Je me plais aussi à croire, mais c'est vraiment pour le plaisir le fameux bloop, qui est ce son Ah oui. enregistré pas loin du point Nemo dans l'océan Pacifique. Je pense pas très loin de l'Antarctique. Ouais. Bah, le point Nemo, c'est l'endroit le plus loin de toute Terre. Donc c'est pas très loin de l'Antarctique, c'est un peu loin de tout. D'accord. Mais au milieu de l'océan, quoi. Ouais. Qui est un énorme bruit qui a été enregistré, qui en réalité serait plutôt un bris de glace sous-marin ou peut-être un choc tellurique. Mais qui, si jamais c'était animal, ce serait un animal 3 fois plus gros que une baleine bleue. Ce qui pourrait évoquer d'ailleurs C'est Cthulhu. Ouais, c'est ça, les Cthulhu de Lovecraft, ou peut-être un extraterrestre géant qui se cacherait sous la mer, ça m'amuse de le croire. Si t'étais un extraterrestre, toi, tu serais lequel? Je serais du genre intelligent, beau, ce que je suis déjà. Non, Pas vraiment ce que tu es, j'ai dire. je sais pas, j'aimerais bien être un truc vraiment pas humain, quoi. Genre une matière gazeuse ou liquide qui peut infiltrer les gens et qui peut pas être pas être attrapé. Terrifiant extraterrestre, et tu serais venu comment sur Terre? Je serais venu soit par une météorite. Ouais, le coup de la météorite. Ouais. Et juste un truc qui dépasse l'esprit humain. Et toi, tu te verrais comment comme extraterrestre? Ouais, moi je pense que je ferais aussi quelque chose d'un peu éthéré, pas forcément gazeux, mais quelque chose qui peut-être un fit, même quelque chose qui soit dans une autre dimension, ou je sais pas, Oui. mais quelque chose un peu dans ce genre-là, qui est là sans être là, un truc un peu éthéré, quoi. Ah oui, j'avais vu une série comme ça qui était inspirée de nouvelles de Philippe K. Dick, où les extraterrestres c'était des espèces de décharges d'énergie. Ah, trop bien. Et du coup, ils se transmettaient comme ça par décharge d'énergie. Michel, avant de terminer cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler, qu'on n'a pas mentionné? Oui, alors, juste, je pense à des films d'extraterrestres Yes. qui m'ont marqué. It's Alors, your time. Mars Attacks de Tim Burton qui reprend bien ce côté kitsch des films de soucoupe volante des années 50. The Vast of Night, qui est un petit film de science-fiction qui pour moi montre qu'on peut faire un film de science-fiction super efficace avec très peu de moyens. Et si vous aimez les films d'extraterrestres à gros budget, un peu fun et action, moi c'est Edge of Tomorrow, où c'est un drôle de mélange aussi des extraterrestres un peu métalliques, organiques et avec un concept rigolo, et Tom Cruise qui se fait tuer une centaine de fois, c'est assez drôle. Ok, marrant. Ouais, et toi Louis? Alors moi, dans ce que j'avais écrit et dont je n'ai pas parlé, il y a Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, évidemment. Et d'ailleurs, tous les types de rencontres, c'est passionnant. On a imaginé toutes les manières dont pouvait se passer une rencontre extraterrestre. C'est super marrant de regarder la page Wikipédia de ça. Le film Paul, de la trilogie Cornetto. Ah oui, c'est pas la trilogie Cornetto, mais c'est avec les mecs de la trilogie Cornetto. Oui, c'est ça. Mais comment il s'appelle, le réalisateur? Edgar Wright. Mais si, justement, c'est chez Cornetto, parce que le Cornetto est vert dans Paul, parce que justement, ça parle extraterrestre. Mais je pense pas que ça a été réalisé par Edgar Wright, Mais Paul. si, c'est Edgar Wright. Ah bon? Ouais. On va vérifier. On vérifiera et on corrigera en post-prod. Salut, c'est Michel en post-prod. Alors, j'ai vérifié et le film Paul n'a pas été réalisé par Edgar Wright, mais par Greg Mottola. Il ne fait donc pas partie de la Cornetto trilogie. En revanche, le dernier film de cette trilogie, Le dernier pub avant la fin du monde, est bien un film d'invasion extraterrestre. Les films aliens, évidemment, Oui. ou là, et Prometheus, qui renverse aussi le côté invasion extraterrestre, qui est vraiment intéressant, Dune, qu'il faut lire et regarder, des trois adaptations. Surtout que Dune, ça reprend aussi la thématique coloniale plus fortement. Le jeu No Man's Sky, qui reprend aussi la thématique coloniale, qui avait été la promesse d'avoir des centaines de milliards de planètes à explorer où personne ne se rencontrerait jamais.
où le film est d'abord sorti dans une pas très bonne version, puis au fur et à mesure des mises à jour, Le aujourd'hui jeu. est un peu le jeu. Ouais. Au fur et à mesure des mises à jour et aujourd'hui assez fidèle à ce que les gens Ouais. voulaient jouer au début. Mais justement où on fait de l'exploitation de ressources sur des planètes jusqu'à arriver au centre de la galaxie. Voilà. Et d'autres trucs, j'ai parlé d'Avatar, des profanations Cibuture. Non, j'ai parlé de tout le reste. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. On vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts du studio Flamboyance, notamment Se Ressourcer, pour prendre une bonne pause bien méritée. Et en plus, c'est animé par Michel. Hé hé hé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez partout où vous le pouvez, partagez, ça nous aide vraiment. Non, c'est vraiment pas une blague. On vous recommande de faire ça, de nous mettre des commentaires, de liker, de nous envoyer des petits messages. Ça nous fait déjà immensément plaisir et ça nous aide. Popcorn et Gredou est un podcast de Studio Flamboyance, créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflé. On vous dit à bientôt et on fait des bisous. Bisous, bisous, bisous.